Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi Mustafa. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Adorateurs d'Allah, les meilleures louanges sont à Allah. Allah l'unique sans fils, Allah qui valorise la science. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui invita sa communauté à la recherche de la science, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses fidèles compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs dans la foi, à un certain moment de sa vie, l'enfant est appelé à se retrouver à l'école recherchant la science. L'école, un cadre d'enseignement, mais aussi de formation pour un épanouissement ici-bas et dans l'au-delà. Très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam où nous continuons notre série d'émissions sur l'éducation. Après avoir parlé de l'éducation parentale lors de l'émission précédente, place aujourd'hui à l'éducation scolaire. Ça sera dans le cadre de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est au cœur de la société et la salle du désert Al-Qur'an Al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, fidèles téléspectateurs des Vitrines de l'Islam. Après cette lecture, nous passons à la traduction des sens des versets de la sourate Al-Alaq, l'adhérence, versets 1 à 19. Au nom d'Allah, celui-là qui fait miséricorde, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle par sa mécréance et sa désobéissance à Allah. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, mais c'est vers l'Éternel, ton Seigneur, qu'est le retour. As-tu vu Abu Jahal, celui-là qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de célébrer la prière? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne voit pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi de ton Seigneur Allah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, nous sommes dans la mosquée Ar-Raouda, la mosquée Ar-Raouda située au cœur de la ville de Douala, la cité économique du Cameroun. Nous sommes en compagnie de notre invité de la semaine dernière. Nous sommes avec Oustaz Ahmad Abdallah. Oustaz Ahmad Abdallah qui est donc un professeur de lycée d'enseignement technique. C'est donc un enseignant de formation. Il a d'ailleurs été chef de plusieurs établissements sur le triangle national, que ce soit à Bibemi, Frère dans la foi, ou même du côté d'Embé. Oustaz Ahmad Abdallah est aujourd'hui en service au ministère des marchés publics, mais il demeure un chercheur dans les sciences islamiques, mais aussi les sciences de l'éducation. Enfin, Oustaz Ahmad Abdallah est un éducateur, c'est un père de famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec beaucoup de plaisir, mesdames, mademoiselles, messieurs, que nous accueillons une fois de plus notre invité, notre aîné, Oustaz Ahmad Abdallah, bien connu sur le triangle national pour ses travaux, mais aussi ses multiples efforts dans le cadre de l'éducation. Oustaz, avec vous la semaine passée, nous avons parlé de l'éducation parentale. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'éducation scolaire, parce qu'il n'y a pas que les parents qui participent dans l'éducation, il y a aussi un autre volet qui est réservé à l'école. Oustaz, mais avant de parler de l'école proprement dite, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'éducation parentale d'une manière brève. Quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants en matière d'éducation? Alhamdulillah, je crois que la dernière fois, nous avons suffisamment épilogué sur le rôle, n'est-ce pas, central du parent. Et c'est pour dire que c'est ce parent qui prépare l'enfant à aller hors de la maison. Et c'est à partir de là déjà qu'il a la base. Or, le parent qui n'a pas donné les prérequis sur le plan affectif, sur le plan psychique, sur le plan même psychomoteur à son enfant, quand l'enfant va se retrouver hors de la maison, il va rencontrer des difficultés. Donc c'est sur ce triple, n'est-ce pas, sur ce triple objectif que la responsabilité du parent se repose. Et les deux sont concernés, et le père et la mère. Les parents doivent suivre son enfant dans sa croissance, que ce soit à la maison et même hors de chez lui. Oustaz Ahmad Abdallah, c'est les parents qui doivent donc envoyer son enfant à l'école. Mais c'est quoi l'école? Alhamdulillah, je crois que vous avez même déjà défini l'école en disant que c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'apprentissage de la science et autres. Mais en résumé, on peut dire que l'école, c'est un milieu où on apprend un certain nombre de connaissances, où on apprend un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, du savoir-vivre et pourquoi pas même du savoir-être. Donc voilà un ensemble d'éléments, n'est-ce pas, que l'enfant apprend quand il va directement, quand il est inscrit dans une école. Et comme vous le savez, il y a petite et grande école. Il y a l'école primaire, il y a secondaire, il y a même les grandes écoles. Si vous voulez devenir infirmier, il y a une grande école pour ça. Si vous voulez devenir ingénieur, il y a par exemple l'école polytechnique. Donc les écoles varient en fonction de l'objectif pour lequel on veut, n'est-ce pas, que l'enfant, n'est-ce pas, atteigne. Donc en résumé, l'école c'est un lieu de formation pour un objectif bien défini. L'école a donc un rôle déterminant dans la vie de l'enfant, Oustaz? Non, le rôle il est incontournable parce que tout être qui n'est pas instruit, tout être qui n'est pas émancipé, tout être qui n'est pas civilisé dans le sens, n'est-ce pas, des sciences modernes, risque d'avoir des difficultés d'adaptation dans l'autre vie. Mais cela ne veut pas dire aussi que il faut que ça ne soit que l'école. Parce que comme nous le savons bien, si on est suffisamment moulé dans une société, il peut exceptionnellement arriver qu'on puisse réussir même si on n'est pas allé très loin à l'école. Oustaz Ahmad Abdallah, il y a plusieurs types d'écoles aujourd'hui, mais quelles sont les écoles qui sont les plus appropriées pour nos enfants? Je dirais que pour le musulman, nous sommes dans un pays laïque. Qui dit laïque dit que l'État prend la charge de l'éducation de l'enfant. Et à notre connaissance, au Cameroun, le primaire, il est même d'ailleurs gratuit, d'après ce qu'on dit. Et il y a le secondaire qui est payant et il y a l'université.
Maintenant, un parent doit d'abord voir quel est le programme d'enseignement dans l'école où il veut inscrire son enfant. Quelle est la discipline qui y règne? Et quels sont les dirigeants? Parce que ça, c'est important. L'enfant peut avoir tendance à copier les dirigeants et les encadreurs. Ça, tout ça, le parent doit faire l'enquête. Il doit se renseigner. Il doit également vérifier qu'il y a une certaine éthique ou une éthique certaine dans cette école. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne son enfant, on met dans la gueule du loup. Il faut qu'on soit sûr que non, là où l'enfant est, il sera au contraire complété au niveau, n'est-ce pas, de son éducation. Voilà. Toutes les institutions qu'on va lui donner là, on a vérifié que non, c'est des éléments positifs pour, n'est-ce pas, son évolution. À partir de là, déjà maintenant, on peut se décider non, à inscrire l'enfant. Ce n'est pas l'école la plus proche de la maison. Malheureusement, beaucoup de parents, c'est ça qu'ils font. Ce n'est pas l'école la plus moins chère. Voilà. Mais maintenant, pour revenir au cadre purement islamique, si vous avez une école islamique qui peut satisfaire à tout ce que nous avions cité là, l'idéal, c'est d'inscrire votre enfant dans cette école. Oustaz, tout à l'heure, vous avez parlé de l'école la plus proche. Il faut aussi relever qu'il y a quand même les contraintes financières aujourd'hui. Il y a les contraintes budgétaires, mais est-ce que l'éducation d'un enfant a un prix? Mais est-ce que les parents ont de l'argent? Ça, c'est un autre sujet. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de l'école. Mais il est important qu'on soit réaliste parce que nous nous adressons aux Camerounais qui nous regardent et même aux autres citoyens du monde. Aujourd'hui, nous vivons dans une crise économique. La plupart des personnes ne peuvent pas se permettre aujourd'hui d'envoyer les enfants à l'école parce que l'école coûte cher. Et s'il faut à côté de cela payer les taxis tous les jours, s'il faut garder un goûter pour l'enfant, est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte tous ces éléments-là pour choisir peut-être l'école la plus proche qui a quand même un minimum? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, le problème c'est que chaque parent doit faire la politique de ses moyens. Mais en faisant la politique de ses moyens, on ne doit pas sacrifier l'avenir de son enfant. C'est-à-dire, il faut qu'on soit prêt à se sacrifier. Il faut qu'on soit prêt à se plier en quatre pour que notre enfant devienne quelque chose, parce que ça sera une fierté pour nous. Donc ça, il faut qu'on soit vraiment prêt à le faire. Mais on ne demande pas l'impossible. On ne demande pas les yeux de la tête à un parent. Donc, pas en fonction des moyens que l'on a, en fonction de la planification qu'on a eu à faire, on s'est dit qu'on se serre les coudes, on fait un effort pour que son enfant soit dans une école qui est la mieux lotie possible. Mais quand je dis la mieux lotie, ce n'est pas seulement sur le plan des programmes. Non, j'ai bien dit sur le plan éthique, sur le plan comportemental, sur le plan disciplinaire. Parce qu'il y a tout cet ensemble-là qui compte. Ce n'est pas parce qu'une école est forcément moins chère qu'on enseigne très bien là-bas. Il y a des écoles qui ne coûtent pas trop cher, mais qui a quand même un minimum de discipline. C'est à nous de nous renseigner. Et il y a l'école laïque, il y a l'école publique, il y a les écoles islamiques, et même des autres confessionnels. Maintenant, c'est à chaque parent de choisir. Mais comme j'ai dit, l'idéal, c'est de mettre l'enfant dans l'école islamique. Pourquoi? Parce que là-bas, non seulement il apprend toutes ces sciences modernes, mais à côté de ça, il a, n'est-ce pas, la langue, il a la morale islamique, qui est donc l'éthique, et il a beaucoup d'autres connaissances, n'est-ce pas, à côté, qui l'aident quand même à évoluer. Et puis, il aide même cette école aussi à évoluer. Parce que si nous tous, nous n'inscrivons pas nos enfants dans ces écoles-là, ces écoles même vont finir même par fermer. Effectivement, vous le dites si bien, il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui n'envoient pas leurs enfants dans les écoles franco-islamiques sous prétexte que ces écoles-là n'enseignent pas bien. Mais finalement, qui va donc amener son enfant? Comment est-ce que ces écoles-là vont donc pouvoir grandir? Oustaz, ça veut donc dire que normalement, le premier choix de celui-là qui a la possibilité d'envoyer son enfant dans une école franco-islamique, dans une école franco-arabe, je voulais dire, c'est d'abord de le faire? Déjà, je vous dirais que moi qui vous parle, je suis un fruit de l'école franco-arabe de Ngaoundéré. Moi qui vous parle, je suis un fruit de l'école franco-arabe de Ngaoundéré. Et ça ne m'a pas empêché d'être major quand je sortais, n'est-ce pas, de Ngaoundéré avec mon CAP et mon BPC. Ça, j'étais le meilleur. Et j'ai compté au cours, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'années, pas moins de 2 à 3 ministres de la République. Ça dit, je suis bien au Cameroun. Pas au moins, au minimum 3 à 4 ministres de la République qui ont été les fruits de l'école franco-arabe. Ça, peut-être, on ne le dit pas à beaucoup. Donc, ce n'est pas une école où on ne réussit pas. Donc, ce que les gens doivent comprendre plutôt,
qu'est-ce qu'on veut faire de son enfant là-bas. Il faut maintenant qu'on aille là-bas, on encadre ces responsables-là pour que ces écoles réussissent. Il y a l'école franco-arabe, il y a l'école anglo-arabe, il y a l'école que vous avez appelée école franco-islamique. Bon, ça, c'est des écoles qui relèvent de l'enseignement privé islamique. Donc, si ces écoles existent, c'est pour qu'on envoie nos enfants là-bas. Maintenant, c'est à nous de faire que ces écoles soient des écoles de référence. Donc, tout parent, tout musulman est responsable de la réussite ou de l'échec de ces écoles-là. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons tout faire pour que ces écoles réussissent. À bon entendeur, Sali, Oustas Ahmad Abdallah, à quel âge faut-il envoyer son enfant à l'école? Vous connaissez officiellement au Cameroun que l'enfant entre à la maternelle à 4 ans. Il entre en classe à la CIL à 6 ans. Et puis, il évolue donc son cursus comme ça. Donc, l'âge, je crois, est connu au Cameroun. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que se respecter? Ça, c'est une autre question. Mais sinon, l'âge est connu, puisqu'il faut commencer avec l'âge de base. Donc, l'âge de la maternelle et l'âge du primaire. Bien que, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a des choses à améliorer par rapport, par exemple, à la maternelle. Parce que quand vous prenez notre système éducatif, vous dites que l'école maternelle. Quand on dit maternelle, le terme maternelle, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on avait fait un débat avec vous entre la mère et le père qui doit s'occuper beaucoup de l'éducation de l'enfant. Donc, l'école maternelle doit enseigner beaucoup plus la culture maternelle, la langue maternelle et beaucoup de choses à l'enfant. Est-ce que c'est ça qui est appris à l'enfant au niveau de l'école maternelle à l'heure actuelle? Donc, ça, c'est des choses que nous pouvons améliorer, des choses que nous pouvons, n'est-ce pas, adapter par rapport à notre contexte, encore que nous avons ces écoles-là. Aujourd'hui, Oustas, beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'école à 2 ans, à 3 ans. Certains les font, comme vous avez dit, à 4 ans, alors que dans certains pays dits développés, les enfants vont à la CIL à 6 ans, à 7 ans. On parle de plus en plus du problème de la scolarisation précoce. Quel est votre regard par rapport à ces termes-là en ce qui concerne notre pays? Je crois que je n'ai pas de statistiques, mais ce que je peux dire, c'est que la scolarisation précoce que nous avons adoptée au Cameroun ou bien même en Afrique, on a fait de l'exception une règle. Alors qu'en temps normal, on devrait dire plutôt que la règle est que tout enfant entre à la maternelle à 4 ans. Il entre à la CIL à 6 ans. Mais maintenant, de façon exceptionnelle, un enfant peut montrer une certaine aptitude, il est peut-être un génie, il est doué dans tel ou tel autre domaine, de façon exceptionnelle, lui on lui fait une éducation précoce ou bien on le fait avancer un peu. Encore que quand vous parlez de l'école précoce, il y a la précocité au début, comme vous dites les enfants qu'on envoie à 2-3 ans, et il y a la précocité même dans le cursus. Vous allez voir un enfant qui évolue normalement, mais à un moment donné, on fait sauter une classe à l'enfant. On fait sauter. Et il y a des parents qui sont contents. Quand vous venez chez lui là, il est même content de vous dire que mon enfant, s'il a eu le CEP à tel âge, il a eu le bac à tel âge, il a eu... Mais à la fin, ça finit par rattraper l'enfant. Parce que pour un enfant qui grandit, il y a ce qu'on appelle le QI, il y a aussi le QE. Il y a le QI qui est le quotient intellectuel de l'enfant qu'on vise. Mais à côté de ça, il y a le quotient émotionnel de l'enfant. Un enfant qui, peut-être à 10 ans, est déjà à l'université, est-ce qu'il a le quotient émotionnel de se retrouver à l'université là? Quelqu'un m'a envoyé une vidéo là où il y avait un enfant qui était presque sorti du biberon et il s'est retrouvé à l'université, mais pendant que les autres faisaient les essais, lui il était en train de jouer dehors comme ça. Et paradoxalement, il joue. Quand il rentre en classe maintenant, il regarde les exercices au tableau, il donne la correction. Bon, lui il est ingénieur, mais il faut savoir comment l'encadrer. Donc moi je me dis que ça devait être des cas exceptionnels. Qu'on devrait donc se dire que comment est-ce qu'il faut gérer. Mais pas que tous les parents maintenant, ça devient comme un effet de mode. Il faut que absolument mon enfant aille à l'école avant l'âge. Il faut absolument, non, ça ne devrait pas être la règle. Moi je crois que la règle est qu'on respecte l'âge officiel qu'on a donné. Parce que c'est des psychopédagogues qui ont examiné ça, c'est eux qui ont dit. Mais de façon exceptionnelle, un enfant, n'est-ce pas, peut ne pas respecter ce cursus-là. Mais pas qu'on dise que tous les enfants doivent aller précocement à l'école. Moi, personnellement, je suis contre.
Et votre parole a du poids. Vous êtes un éducateur d'ailleurs expérimenté. Oustaz Ahmad Abdallah, la scolarisation précoce a donc des conséquences négatives sur l'évolution de l'enfant, vous nous dites? Bien sûr, l'enfant aura des difficultés parfois à s'adapter à la nouvelle réalité. Parce que comme vous voyez là, si vous poussez l'enfant alors que l'enfant n'a que peut-être 10 ans, son corps physique et son quotient émotionnel vont rester à 10 ans, même si vous le mettez à l'université. Son corps physique restera le corps physique d'un enfant de 10 ans. Le quotient émotionnel de l'enfant va rester le quotient émotionnel d'un enfant de 10 ans. Vous voyez donc que vous allez vous retrouver avec des difficultés avec un tel enfant-là quand il sera à l'université. C'est pourquoi moi je dis que exagérément, c'est pas bon. Donc je n'ai pas fermé totalement la porte. J'ai dit qu'il y a des conséquences parce qu'il y a des enfants qui finissent par ne plus s'adapter. Et on a même vu des enfants qui, on a poussé, à un moment donné, l'enseignant dit que manque de prérequis. Donc on est obligé de ramener l'enfant encore en arrière pour voir est-ce qu'on ne peut pas rattraper telle ou telle chose que l'enfant n'avait pas bien fait. Donc c'est pourquoi il faut être très très vigilant. Moi c'est ce que je conseille aux parents. Il faut être très vigilant. Je ne dis pas entièrement non, mais je ne demande pas d'ouvrir entièrement le boulevard pour que tous les parents, n'est-ce pas, envoient. Sinon, vous allez amener le gouvernement à changer même les sages carrément. Si tout le monde envoie à l'âge de 2-3 ans. Shukran lak ya oustaz, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Journée nationale de l'orientation scolaire. Le collège polyvalent islamique de Newbel était de la partie. Ce 16 octobre 2018, en prélude à cette journée prévue le 19, la mobilisation était détaillée autour d'une table ronde dans l'enceinte du dit établissement. Thème abordé, l'apport des partenaires éducatifs dans la lutte contre le trafic et la conséquence de la drogue à l'école pour un environnement sain. La cérémonie a été d'une importance avec la participation massive des panélistes d'abord, mais aussi des élèves et des parents qui sont satisfaits des interventions qui ont été données déjà par les partenaires éducatifs qui sont les enseignants, les surveillants généraux, le conseil d'orientation que je suis, les responsables de la justice. Des interventions riches de professionnels présents ont permis de cerner la réalité, mais aussi les conséquences de la consommation de la drogue. Les élèves qui prennent la drogue en salle de classe, déjà, ne peuvent pas suivre le cours. Mais la drogue baisse leur coefficient intellectuel. Ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent plus avoir une capacité de rétention afin de restituer les connaissances, les connaissances transmises par les enseignants. Pour ce faire, nous avons proposé que les enseignants, chacun, en ce qui le concerne, prenne tout au moins 5 à 10 minutes par semaine pour essayer de sensibiliser les élèves sur le problème de la drogue, pour essayer de les édifier, afin qu'ils prennent conscience d'éviter la drogue. Et aux élèves, nous avons demandé de dénoncer leurs camarades qui prennent la drogue ou alors qui fréquentent des milieux pas orthodoxes. Le thème est vraiment important et intéressant. Nous avons débattu sur plusieurs thèmes et je pense que ces thèmes ont été édifiés. Très prochainement, on reviendra sûrement. Une sensibilisation qui n'est pas tombée dans les oreilles des sourds au vu de la réaction des élèves. À travers questions et autres interventions, les jeunes ont exprimé leur volonté à barrer la route à la drogue. J'ai retenu que la drogue nuit gravement à la santé, voire peut même conduire jusqu'à la mort, à la folie. Et que lorsque nous constatons nos camarades qui sont en train de se faire droguer dans des toilettes ou ailleurs, on doit les dénoncer. Quand on édifie nos enfants comme ça nous encourage un peu à dire que, alhamdoulilah, Dieu merci, ils risqueront à savoir dès qu'ils trouvent quelqu'un qui prend de la drogue, ils vont l'éviter. Parce que la meilleure façon, c'est d'éduquer d'abord ton propre enfant au niveau du CEBEL. Il faut que nos enfants prennent conscience que la drogue est un danger. Au bout de cette initiative salutaire, il est clair que les objectifs fixés par l'administration ont été atteints. Reste la mise en pratique pour un environnement sain
au collège polyvalent islamique de Newbel. Pureté et gloire à Allah, les maîtres des cieux et de la terre, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes dans l'enceinte de la mosquée Ar-Raouda de Douala. Nous sommes en compagnie de Oustaz Ahmad Abdallah. Oustaz Ahmad Abdallah, qui est un chercheur en sciences de l'éducation, mais aussi en sciences islamiques. C'est un enseignant de formation. Il est un professeur des lycées d'enseignement technique. Il a d'ailleurs été chef de plusieurs établissements ici au Cameroun. Oustaz Ahmad Abdallah, nous sommes véritablement dans votre domaine en tant que parent, en tant que chercheur, mais aussi vous avez fait la formation à l'école normale. Alors Oustaz, à présent nous allons nous interroger sur la réussite scolaire. Ça intéresse tous les parents. Comment faire pour que son enfant puisse à la fin de l'année avancer ou bien obtenir son diplôme? On va aller pas à pas, parce que lorsqu'on parle de la communauté éducative, on fait allusion aux parents, on fait allusion aux élèves, mais aussi aux enseignants. Parlons des parents. Quelle est leur responsabilité dans le cadre de la réussite scolaire des élèves? Alhamdulillah, vous me ramenez ici à ce que j'avais instauré, une théorie, quand j'étais encore chef d'établissement, que j'avais appelé les 10 commandements. J'avais instauré les 10 commandements du parent, les 10 commandements de l'enseignant, les 10 commandements de l'élève et même les 10 commandements de l'administration. Pour qu'une éducation réussisse, normalement on doit avoir une vraie politique de l'éducation, de l'école dans la société. Première des choses. Deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle les structures d'accueil. Parce que dans un établissement où les structures d'accueil ressemblent à tout, sauf à une école, vous-même, vous imaginez que ce n'est pas pour la vraie réussite scolaire que nous voulons. Si nos enfants réussissent même, ce sont des génies, c'est par miracle. Deuxième des choses, il y a le personnel, donc l'administration, les enseignants. Moi, je crois que dans certains pays, ne devient pas enseignant qui veut. Normalement, devient enseignant qui peut. Malheureusement, chez nous, c'est qui veut qui devient enseignant. La fonction enseignante doit être une fonction sélective. Ce n'est pas n'importe qui doit être enseignant. Parce qu'on lui remet l'avenir de toute une société entre ses mains. Donc, si l'enseignant est déjà consciencieux, il a la conscience professionnelle. C'est quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui est exemplaire, on a toutes les chances de réussir l'éducation parce que c'est lui qui va inculquer toutes ses connaissances à l'enfant. Il y a également le parent. Quand on dit le parent, son rôle ne suffit pas seulement à aller inscrire l'enfant. Il doit avoir une collaboration avec l'école. De temps en temps, il peut appeler, de temps en temps, il peut se renseigner. Il y a même ce qu'on appelle l'APE, où l'enfant est appelé à venir siéger. Il ne faut pas que l'enfant dise que moi là ça ne me concerne pas. Et enfin, l'élève, il a un rôle à jouer. Oustaz, avant de revenir à l'élève, je voudrais qu'on reste avec les parents. Tout à l'heure, vous avez parlé du choix des écoles qui doivent avoir des infrastructures, des écoles qui doivent avoir un personnel qualifié. Mais maintenant, à la maison, dans le suivi des enfants, les parents ont leur rôle à jouer. Bien sûr, le parent a un rôle à jouer. C'est pourquoi je dis que le parent et l'enfant, les deux devraient normalement signer le règlement intérieur, ou tout au moins, n'est-ce pas, un extrait du règlement intérieur de l'école. C'est-à-dire quand vous venez inscrire votre enfant à l'école, dans une école, le chef d'établissement ou le responsable pédagogique devait imprimer ne serait-ce qu'un extrait du règlement intérieur de l'école. Pour dire que dans notre école, voilà nos conditions. On entre à telle heure, on sort à telle heure, on doit porter la tenue comme ça, on doit faire ceci, on doit faire ça. Il y a un ensemble de choses qui sont importantes. Et vous me permettez même d'insister sur la tenue. Parce que la tenue dans un établissement a une importance capitale que beaucoup de gens négligent. Quand vous prenez une tenue sombre, une tenue qui n'est même pas intéressante, l'enfant même se sent négligé. Ça impacte sur l'éducation de l'enfant. Maintenant, le parent qui est à la maison, il connaît le programme de l'école. Il connaît l'emploi du temps de l'enfant. Il doit donc amener l'enfant à la maison à faire ce qu'on appelle l'emploi du temps à domicile. Donc quand l'enfant rentre, à partir de quelle heure il doit apprendre,
qu'est-ce qu'il doit apprendre. Et le parent vérifie, est-ce que l'enfant a effectivement appris. Même si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez de temps en temps vérifier. Là, l'enfant va savoir que non, le parent demande souvent et je ne dois pas m'amuser. Revenons à présent donc à l'élève lui-même, celui-là qui est donc au centre de l'éducation scolaire. Quelle est sa responsabilité? Quel comportement doit-il avoir pour pouvoir donc réussir convenablement l'école? La responsabilité de l'enfant, c'est beaucoup plus d'abord la volonté et la motivation. Parce que pour réussir une chose, il faut l'aimer. Quand on n'aime pas une chose, c'est pas facile de réussir. Donc l'enfant doit aimer ce qu'il fait, il doit s'y intéresser, il doit avoir une motivation interne et une motivation externe. Et il doit être discipliné, il doit être organisé. Ça veut dire qu'il a un emploi du temps qu'il suit, qu'il respecte. Et il doit savoir choisir sa compagnie. Moi, je dis souvent aux enfants, le premier jour que vous allez à l'école, il faut toujours choisir parmi les 3 premiers bancs. Parce qu'un enfant qui, dès le premier jour, il va y rester déjà au dernier banc, là où il y a les tomes là-bas, il est en train, n'est-ce pas, par exemple, de choisir son camp. Parce que les tomes, ils vont continuer, n'est-ce pas, à rester tomes. Et ce n'est pas souvent bon. Donc, un enfant doit choisir les premiers bancs pour ce que non, ici, là, je dois réussir. Et l'enfant ou les parents doivent signaler à l'établissement tout ce qu'on peut appeler comme des petits défauts que l'enfant pourrait avoir. Un enfant peut peut-être ne pas bien voir, un enfant peut ne pas bien entendre, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que à l'école, ils ne peuvent pas automatiquement le savoir. Donc, on doit informer l'établissement, on doit informer l'enseignant. Parce qu'un enseignant peut parler à un enfant, l'enfant ne répond pas, il se dit que l'enfant est en train de se moquer de lui, alors que l'enfant, il n'entend pas très bien. Ça, c'est autant de petits éléments qu'il faut relever avant même qu'on lance le processus de l'enseignement. Oustaz Ahmad Abdallah, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'éducation scolaire, on remarque que les répétitions sont devenues monnaie courante. C'est tout le monde qui a aujourd'hui un répétiteur. D'aucuns ont des répétiteurs dans toutes les matières. Vous, en tant qu'éducateur, en tant que chercheur dans les sciences éducatives, quel est votre regard par rapport à ce phénomène qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur? Non, alhamdulillah, en matière de répétition, moi je dirais que j'ai réussi l'école du primaire jusqu'à l'université sans avoir un répétiteur même pour une seule séance. Et j'en connais beaucoup parmi, n'est-ce pas, mes camarades, ou même ceux qui sont passés avant moi ou après, qui n'ont jamais connu de répétition. Donc ce que moi je pourrais dire, j'orienterai les parents ou même les élèves beaucoup plus vers ce qu'on peut appeler le groupe d'études, qui est plus efficace. Parce que comme on dit souvent là, il ne faut pas apprendre à l'enfant à manger le poisson, il faut lui apprendre plutôt à pêcher le poisson. Donc l'enfant doit être au centre de l'éducation. Mais si à chaque niveau, à chaque enfant, à chaque école, il faut qu'on aille prendre un répétiteur. Et parfois, c'est même le répétiteur qui enseigne l'enfant. S'il est vraiment un bon enseignant, qu'il fasse son travail d'abord à l'école. Moi, j'ai été enseignant. Ça, je n'arrive pas à comprendre comment je peux rester dans une salle. J'enseigne aux enfants, à la fin, ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai échoué. Donc, en temps normal, il y a beaucoup de choses à revoir dans ce domaine-là. Parce que si tout le monde doit avoir un répétiteur, tout à l'heure, vous êtes en train de pleurer la poche, n'est-ce pas, des parents. Et maintenant, s'il faut donc que je joue les parents et les répétiteurs. Donc, la répétition devait être un cas exceptionnel. Tout comme j'ai parlé tout à l'heure de la scolarisation précoce. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une affaire d'argent à l'école. L'école est devenue chère, et on incite les parents à faire les répétitions. Parfois, on les oblige même carrément à faire les répétitions, que ce soit même dans nos lycées, dans nos collèges et même à la maison Oustaz. Donc, vous nous dites là que ce n'est pas normal. Je parle en tant que pédagogue. Je vous dis qu'en temps normal, un enfant doit être capable d'évoluer d'abord seul. Maintenant, la répétition peut venir dans un cadre exceptionnel. Vous prenez un enfant qui a connu un accident, il n'a pas pu être inscrit à l'heure. Maintenant, vous l'avez inscrit en retard. Vous cherchez un répétiteur pour rattraper son retard afin qu'il retrouve les autres. Ça se comprend, c'est tout à fait normal. Mais un enfant qui est inscrit le premier jour de la rentrée, il va chaque jour à l'école. On suppose que l'enseignant est en classe, il enseigne du matin jusqu'à l'après-midi, il sort. Finalement alors,
Si on doit aller lui répéter ce qu'on l'a enseigné là-bas, moi je dirais que l'école a échoué. Moi je dirais que l'école a échoué. Et pour corriger cela, il faudrait peut-être qu'on voit la manière de recruter nos anciens à l'école normale. Et l'école normale d'enseignement technique que moi j'ai à faire. Il faut peut-être qu'on pense à faire une enquête de moralité, à faire peut-être une sélection parmi les meilleurs, qu'on sait que celui-là, s'il va, moi le jour où j'ai fait par exemple mon mémoire, quand j'ai soutenu mon mémoire pour sortir de l'école à l'université, mais il y a des parents qui étaient venus, ils m'ont dit que mais si toi là tu te tiens là, tu enseignes à un enfant et que cet enfant ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Mais j'ai été fier de cette estime parce que je me suis dit que c'est une reconnaissance. C'est comme ça qu'on aimerait un enseignant. Donc un enseignant doit se reprocher quand mes élèves ne peuvent pas réussir et qu'il faut que moi-même je rentre et je ne vais pas le répéter. Il y a problème. Voilà, je dirais que nous ne devons pas avoir peur de percer l'abcès pour dire qu'il y a problème dans notre système éducatif. Si on en est arrivé là, voilà. Et puis pour moi, il faut améliorer, il faut évoluer. Mais ce qu'on peut conseiller aux parents, ce qu'on peut conseiller aux enfants, c'est de constituer des groupes d'études. Un enfant qui est peut-être fort en littérature, il fait un groupe d'études avec un enfant qui est fort dans les matières scientifiques. Maintenant, les deux s'entraînent ensemble. Celui qui est fort en matière scientifique, il peut aider celui qui est faible en matière littéraire, et ainsi de suite. Donc, entre eux, ils s'entraînent et ils évoluent. Là, ça apprend à l'enfant lui-même à être au devant de la scène. Oustas Ahmad Abdallah, je rappelle que vous êtes pédagogue. Vous nous dites là qu'il y a des manquements à relever dans notre système éducatif. D'ailleurs, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quels sont donc les manquements qu'on peut donc relever afin de les corriger? Je crois que je ne suis pas la personne la mieux placée pour relever tous les manquements. Ça peut être une affaire, n'est-ce pas, de très haut niveau. Mais en tant qu'observateur dans les écoles, en tant qu'observateur, nous devons remouler celui-là que nous aimerions qu'il soit enseignant. Vous n'avez pas l'impression que l'enseignant est clochardisé? Vous n'avez pas l'impression? L'enseignant, ce n'est plus comme avant, où le maître dans un village, il était respecté, tout le monde le respectait. Le professeur de lycée était respecté. Le professeur d'université, ce n'est pas n'importe qui. Une affaire de mœurs, on ne peut jamais entendre ça de la part d'un maître, d'un professeur ou bien d'un professeur d'université. C'était rare, excessivement rare. Or, maintenant, c'est monnaie courante. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est pourquoi il faut qu'on interroge ça. Deuxièmement, comme j'ai parlé là, il y a un problème de structure. Si les structures sont bien adaptées, on a les effectifs qu'il faut. Comment vous allez m'expliquer qu'un enfant qui est normal, qui est inscrit vraiment comme il faut, on ne puisse pas lui donner des enseignements pour qu'il puisse, n'est-ce pas, accéder en classe supérieure de façon normale? C'est ça qu'il est question. Maintenant, avec tout ce que vous avez dit là, les répétitions à gauche, à droite, l'évolution précoce qu'on fait aux enfants là, moi je fais souvent des conférences à l'université. Parfois, quand un étudiant m'écrit une question, quand je lis, je me demande s'il a le bac. Je me demande s'il a le bac. Le niveau a considérablement baissé. Malgré tout ça, et pourtant le monde a évolué. Oustas Ahmad Abdallah, face donc à ces difficultés, que faut-il faire? Quelles sont les pistes de sortie? Les pistes de sortie, c'est une refonte de notre système éducatif. Je crois qu'au Cameroun, il y a eu une assemblée générale de l'éducation à un moment donné. Si on pouvait peut-être revoir dans ces recommandations quelques éléments dont on peut mettre en pratique. Si on peut aussi remettre au pinacle l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignant doit être au centre de nos préoccupations, que ce soit son traitement, que ce soit les conditions de vie de l'enseignant, les conditions même d'enseignement, le cadre dans lequel même il enseigne. Si c'était amélioré, vous allez voir que les résultats ne pourront qu'être positifs. Et qu'il y ait beaucoup plus de suivi. Et puis pourquoi pas une formation même des chefs d'établissement. Vous avez déjà entendu une école au Cameroun-ci où on forme quelqu'un pour devenir proviseur ou directeur ou chef d'établissement. Vous avez entendu? Il n'y en a pas. Et pourtant, on peut faire que tout le monde fait l'école normale. Maintenant, après l'école normale, on ouvre un cycle spécial. Ça, c'est pour les élites. Donc l'élite de ceux qui ont été formés, qui pourraient prétendre à être chef d'établissement, qui pourraient prétendre à être peut-être des inspecteurs à un haut niveau, en sorte que eux là, on est sûr de leur formation théorique et pratique.
Oustaz, dans ces conditions, est-il impossible d'émerger? Il est possible bien qu'on émerge, mais émerger, vous savez, on peut émerger avec mention et on peut émerger sans mention. Shukran lak, jazakumullahu khairan. Oustaz Ahmad Abdallah, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un prédicateur bien sûr, mais aussi un pédagogue. Il est chercheur en sciences de l'éducation, mais aussi en sciences islamiques. C'est un enseignant de formation. Nous allons prendre une autre pause. Nous allons introduire la rubrique au cœur de la société. Alhamdulillah, nous allons essayer de dire à nos jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, ils doivent craindre Allah. Il y a un passage d'un hadith qui dit Ittaqillaha haysuma kunta. Crains Allah où que tu sois. Donc, que tu sois au lycée ou à la maison ou au marché, il faut craindre Allah. Alors, nos jeunes qui vont à l'école doivent faire l'effort de respecter leurs pratiques religieuses quand bien même ils sont à l'école. Ils doivent, par exemple, pour les jeunes filles, veiller sur la tenue vestimentaire, coudre une tenue décente, parce que le plus souvent dans nos écoles, on demande de ne pas coudre des tenues longues, mais vous allez également retrouver des filles qui vont serrer des tenues plus qu'on ne leur demande également. Donc coudre une tenue modeste et si possible à cela ajouter votre robe, votre hijab ou votre pagne avant d'arriver au portail et l'enlever. Nous allons également insister sur les jeunes filles. Évitez de vous mélanger avec des garçons sans nécessité. Voilà, évitez de leur tendre la main sans nécessité. Évitez des bises. Voilà, c'est des pratiques qu'on retrouve dans le milieu scolaire. Alors, la jeune fille musulmane doit se démarquer. Elle ne doit pas s'exhiber lorsqu'elle est à l'école et être soumise lorsqu'elle est à la maison. L'adoration d'Allah, c'est à la maison, c'est aussi à l'école, c'est partout où on se retrouve. On doit faire l'effort de vivre sa religion partout où on se retrouve. On doit faire l'effort de ne pas s'exhiber. Parfois même, on ne vous remarque pas, mais c'est vous qui attirez l'attention sur vous. Donc, je demande aux jeunes filles de mieux se comporter, déjà par leur tenue vestimentaire, par leur voix, par leur comportement. Éviter tout ce qui peut attirer l'attention des uns et des autres sur eux. Également, nous n'allons pas oublier le jeune garçon. Le jeune garçon doit également veiller sur sa religion. Il ne doit pas également se mélanger avec les filles à tort et à travers parce qu'il est à l'école. Il doit veiller sur ses heures de prière à la limite du possible. Nous n'allons pas demander de transgresser le règlement intérieur de l'école, mais nous restons musulmans même étant à l'école. Nous allons faire l'effort de ne pas oublier notre côté religieux, parce que nous sommes à l'école. C'est la suite de votre émission Victimes de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous continuons à parler de l'éducation scolaire. Oustaz Ahmad Abdallah, à l'école, on nous parle aussi des activités post-périscolaires. Et parmi ces activités, il y a incontestablement les clubs arabes et les clubs islamiques. Est-ce que ces activités-là sont à conseiller à nos élèves? Alhamdulillah, c'est des activités très importantes qu'il faut que les enfants s'y intéressent. Moi-même qui vous parle là, j'ai été, je crois, une fois vice-président de la coopérative dans mon établissement. J'ai géré le club journal à un moment donné dans un établissement. J'ai géré le club scientifique au lycée technique de Douala, Koumassi, ici même à Douala. Donc je crois que c'est des formations importantes parce que c'est dans ces activités post-périscolaires qu'on se découvre. On peut découvrir un certain nombre de talents qu'on avait et qui étaient peut-être cachés. Mais seulement il faut que ça soit encadré. Il ne faut pas que ces activités empêchent l'enfant l'essentiel, qu'il sache qu'il est là pour réussir son école. Maintenant, il se consacre à son école et après, il peut s'inscrire au club journal, il peut s'inscrire au club UNESCO, il peut s'inscrire au club arabe pour apprendre même la langue du Coran, la langue du paradis et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment ouvert. Moi, je conseillerais nos enfants à aller dans la plupart de ces clubs, sauf si c'est un club
qui entraînent vers la débauche ou autre, là lui-même il sait que non, ça c'est pas bien, si jamais il y en a, là il évite. Mais sinon club environnement, club Croix-Rouge et ainsi de suite, il y a vraiment des clubs qui sont importants et ça complète l'éducation de nos enfants. Lorsqu'on vous suit, Oustaz Ahmad Abdallah, on a de la peine à différencier les prédicateurs que vous êtes, des pédagogues, des formations. Vous parlez à la fois de l'islam, mais aussi de l'école mondaine, comme on l'appelle ainsi. Ça veut dire, Oustaz, qu'on peut donc avoir un cursus normal à l'école, on peut exceller à l'école, mais aussi rester un musulman. On peut à la fois faire l'éducation islamique, c'est-à-dire aller dans les makaranta, apprendre le Coran al Karim, mémoriser même le Coran, mais aussi avoir son bac avec mention par exemple. En conclusion, vous voulez dire ici que beaucoup halal, ça dit l'école est halal, c'est ça? Parce que l'islam n'a pas empêché. Le premier verset du Coran, il a dit Iqra, ça dit lis. Or, à l'école, on apprend à lire, à écrire et on apprend un certain nombre de connaissances. Donc, ce n'est pas incompatible. Au contraire, tout est compatible. Et à travers l'école que nous sommes en train d'apprendre là, vous n'avez pas constaté que ça nous facilite même pour comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ils comprennent mieux la traduction du Coran dans les Corans traduits de Médine que quand on fait les tafsirs dans les villages en langue maternelle. Il y a beaucoup. Moi, il y a des gens qui m'ont avoué ça. Quand ils suivent le tafsir même qu'on fait, donc l'exégèse du Coran, quand on le fait dans la langue même maternelle là, ils disent qu'ils ont des difficultés à comprendre certains mots. Mais par contre, quand ils prennent le Coran qui est traduit en français, ils comprennent. Ne serait-ce que ça. Donc, et il y a maintenant la science, les mathématiques, la géographie, donc rien n'est incompatible là-dedans. Quand vous lisez même le Coran, vous allez constater qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de mathématiques, il y a beaucoup de versets qui parlent de sciences physiques, il y a beaucoup de versets qui parlent de l'aéronautique. Pratiquement toutes les sciences se retrouvent, n'est-ce pas, dans le Coran, ne serait-ce que de façon générale. Merci Oustaz, Barakallahu Fikoum. Très rapidement, quel est votre dernier mot pour cette émission? Nous rappelons à tous nos téléspectateurs que vous serez encore là avec nous la semaine prochaine, cette fois-ci pour parler de l'éducation sentimentale. Nam, alhamdulillah, le dernier mot que je dirais aux parents, il ne suffit pas d'inscrire un enfant, de payer l'argent et puis de croiser les bras. Un enfant qui paye, il inscrit l'enfant, ça c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est le suivi de cet enfant. Il faut qu'il ait le contact des responsables de l'établissement et de temps en temps, il doit interroger l'enfant sur ce qu'il a fait à l'école. S'il y a eu des choses qui ne tournent pas rond, il essaie, n'est-ce pas, de corriger. Il peut même se rendre à l'école de temps en temps. Si on convoque la réunion de l'APE, le parent doit aller parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Tout ce que vous voulez que l'école fasse, vous devez y aller. Un parent m'a appelé une fois là, très loin, quelque part dans la République. Il me dit qu'il a envoyé son enfant dans un établissement. On a dit que la jeune fille, qui est déjà un peu grande, doit, n'est-ce pas, raser ses cheveux entièrement. Il me demande est-ce qu'il y a un texte au Cameroun qui dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Je lui ai dit que j'ai officié en tant qu'enseignant et même chef d'établissement pendant plus de 10 ans. Mais je n'ai jamais vu un texte qui le dit. Je sais tout simplement qu'il y a l'uniforme et il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur. On peut demander le nombre de nattes qu'une fille doit avoir, et ainsi de suite, mais pas dire quand même qu'on doit complètement raser. Mais je lui ai dit, est-ce que vous allez assister à la réunion de l'APE, au conseil d'établissement? Il m'a dit non. J'ai dit, c'est là le problème. Si vous y allez, vous pouvez, n'est-ce pas, faire ces corrections. Et enfin, pardon, que chaque parent dise à son enfant, avant d'aller à l'école, de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou dalla. Il y a cette doigt dans Hisnul Muslim, et la tenue de l'enfant doit être conforme, garçon comme fille, à l'éthique islamique, jusqu'à l'entrée du lycée. Maintenant, le reste là-bas, c'est le règlement intérieur, qu'Allah nous y aide. Qu'Allah exalté soit-il nous assiste, mesdames, mademoiselles, messieurs, à être des bons parents, qu'Allah assiste nos enfants à exceller dans les milieux éducatifs, mais aussi à rester des bons musulmans. Merci à notre invité, Oustaz Ahmad Abdallah. Nous l'avons dit, il s'est déplacé de la région de l'Ouest du Cameroun pour la région du littoral, notamment dans la ville de Douala, pour participer à cette production. Merci à l'équipe technique, notamment à Calvin Tekam, mais aussi les frères Ousmane, notre caméraman. Merci à vous pour votre aimable attention. Avant de partir, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ces émissions-là sur la chaîne YouTube de votre émission Vitrine de l'Islam, mais aussi vous pouvez retrouver plusieurs extraits sur notre page Facebook et surtout dans nos groupes WhatsApp que vous pouvez intégrer juste en nous envoyant une demande, c'est-à-dire votre nom et votre ville à travers les numéros qui s'affichent
sur votre petit écran. Avant de partir comme de tradition, nous allons vous laisser méditer sur ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Dans le cadre de ces grands dossiers, nous avons parlé de l'éducation parentale, mais aussi de l'éducation scolaire. Qu'en est-il de l'éducation sentimentale? Réponse dans votre prochaine émission. Ça sera vendredi à 16h30 heure du Cameroun et la rediffusion à 6h30 le samedi. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوالد